Alors, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. On est donc en présence d'Isabelle Flaten, qui est donc l'autrice de son dernier roman La folie de ma mère, et Benoît Viraud, qui est l'éditeur du Nouvel Attila. Et donc, on va commencer, déjà, merci d'être là à tous les deux. On va commencer par Benoît, justement, pour nous présenter, Isabelle, la vie de l'éditeur, l'œil de l'éditeur. Comment as-tu déniché Isabelle avec son premier roman Adelphes, qui était sorti déjà il y a quelques années? Pourquoi avoir décidé de continuer l'aventure avec elle déjà? Et comment l'as-tu connue? Alors, tu as le micro Oui, coupé, Benoît. voilà. C'est bon. J'ai rencontré Isabelle là où on s'attend le moins à rencontrer un auteur, c'est sur un salon du livre. Et pour ceux qui se rappellent de l'émission avec Gauze, c'est également sur un salon que j'avais débusqué le manuscrit de Gauze. Là, c'est quasiment le plus petit salon de la vie littéraire en France. Il se situe tous les ans au Pouliguen, en Loire-Atlantique. Et c'est vraiment un salon de l'édition indépendante, organisé par j'allais dire une troupe, parce que j'aime bien ce côté un peu théâtral et hyper militant qu'ils ont. C'est une association qui milite à longueur d'année dans les collèges et les lycées pour la visibilité de la petite édition. Et donc, c'est notre point commun. Isabelle a toujours été publiée chez des petits éditeurs tels que La Dernière Goutte et Le Réal Gare. Elle y participait donc régulièrement. Elle est élue et aimée et interviewée régulièrement. Et moi, j'y participais depuis 3 ou 4 ans, aussi bien aux animations au lycée via mes ateliers de manuscrits qu'au salon, où en moyenne, on avait à peu près 2 clients par jour, mais on passait donc énormément de temps à discuter avec les collègues, et des collègues venus de Bordeaux, de Limoges, de Strasbourg, de Lille. Donc c'est un petit paradis où il y a une forme d'ennui, repos, brainstorming et conciliabule permanent. Et à un moment donné, une dame vient discrètement taper la discute, m'acheter 2, 3 bouquins en se retenant d'en acheter plus, me laisse un chèque sur lequel je vois le nom d'une autrice du salon, Isabelle Flatten. Et je me demande bien pourquoi elle n'a pas cru bon de se présenter alors qu'elle m'a fait 1000 compliments sur ce que je publiais. Et donc le lendemain, je vais à mon tour sur son stand pour regarder un peu les dernières productions. Et je prolonge la discussion. Et le soir, on a fini avec son éditeur et une pizza à discuter de nos projets communs. Et petit à petit, elle m'a parlé d'un manuscrit, puis d'un deuxième, puis d'un projet en cours, puis d'un truc qui avait été refusé par 36 éditeurs, en me disant je peux te l'envoyer, mais de toute façon, tu ne le prendras pas, ça ne te plaira pas, etc. Et on a vaincu comme ça une espèce de petite malédiction. Moi, découvrant une autrice que je trouve un peu plus au style, un peu plus limpide et un peu plus accessible que peut-être la moyenne des auteurs réputés pointus que je publie. Et puis, du coup, les livres d'Isabelle m'amenant un nouveau type de travail éditorial sur des romans plus narratifs, avec des points de vue plus féminins et des auditoires en librairie différents d'habitude. Et donc, ça a été une révolution narrative, une joie, un exercice d'éditeur un peu différent, et puis une énorme stimulation de poursuivre avec Isabelle, qui est certainement une des autrices, je pense à égalité avec Jérôme Baccelli, les plus prolifiques de la maison d'édition, puisqu'elle écrit en moyenne un manuscrit par an. Alors maintenant, Isabelle, on aimerait avoir l'avis de l'autrice sur l'éditeur. Comme ça, on égalisera, évidemment. Est-ce que Benoît a oublié certaines choses ou menti sur certaines choses? Tout est possible. Mais dans tous les cas, j'aimerais connaître pourquoi es-tu allé voir d'ailleurs Benoît, comment la discussion s'est... Alors, en préambule, Dis-moi tout. si tu permets, Anthony, je dirais déjà merci beaucoup de m'accueillir et que, deuxièmement, je suis très contente de voir des personnes là avec qui j'ai communiqué par message et dont on n'avait jamais vu le visage. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Ça, c'était le préambule. Ensuite, oui, Benoît, il n'a pas dit, enfin, je crois qu'on n'a pas tout à fait la même version des faits. Je commencerai par dire qu'il était 3 heures du matin, que ce n'était pas des pizzas, mais des crêpes qu'on mangeait. Tu te souviens, Benoît? Vaguement. Et ça, c'est un détail. Et qu'à un moment, s'il faut être vraiment honnête, on avait quand même un petit peu bu. Et je lui dis, de toute façon, je ne sais pas si je plaisantais ou pas, mais j'avais déjà lu pas mal de titres publiés au Nouvel Attila, et c'est une maison d'édition que j'admirais vraiment beaucoup, parce que je le trouvais audacieux, je trouvais que ces textes étaient de qualité, et surtout très surprenant. Il avait tout, ce que j'avais lu, je n'ai pas lu tout son catalogue,
mais m'avait toujours vraiment surprise énormément, stricto sensu, la lectrice que j'étais. Bref. Et voilà. Et à un moment, j'ai dit oh, mais j'ai un texte, personne n'en veut. Voilà. Je peux dire lequel, Benoît? Ouais, bien sûr, Eh on est bien, il là pour ça. s'agissait d'Adelphes. Voilà. Et il s'agissait donc d'Adelphes. Et puis, notre histoire a commencé. Et depuis, c'est une très belle aventure et je suis très, très heureuse de figurer au catalogue de Benoît. Parce qu'avec lui, il y a un réel travail d'éditeur. Ça, on n'en doute pas une seule seconde. Sur la biographie, sur la quatrième de couverture, tu es décrite, Isabelle, comme une certaine flemmarde, longtemps flemmarde. J'aimerais véritablement connaître pourquoi d'ailleurs ces biographies un petit peu humoristiques, qui compose ça? Est-ce que c'est Benoît? Est-ce que vous êtes évidemment en accord ensemble? Mais pourquoi te caractériser pardon, ainsi? Benoît, Benoît, Généralement, je suis... on demande aux auteurs une base biographique. On leur demande, on leur dit qu'avec une petite touche d'humour, c'est pas plus mal. Mais en fait, ça, c'est un peu un principe dans la vie. Je fais pareil je fais pareil avec mes stagiaires, mes apprentis, et on propose à l'auteur une formulation après laquelle il y a des allers-retours. On essaie de faire ça aussi en lien avec la personnalité de l'auteur. Est-ce que je peux me permettre avec Isabelle, au vu du second degré permanent qui anime son œuvre, je me le serais pas forcément permis avec, je sais pas, Mariam Majidi par exemple, qui a pris le parti au départ de mettre en avant les aspects les plus tragiques de son enfance. Ou voilà. On essaye peut-être encore dans ce qu'on appelle le paratexte. Le paratexte, c'est tout ce qui ne fait pas partie du texte du livre proprement dit. C'est donc soi-disant le domaine réservé de l'éditeur. On essaye de rajouter un petit peu de cohérence par rapport au fond du livre, à ce qu'on en a perçu et à ce par quoi on aimerait bien appâter le lecteur. En l'occurrence, Isabelle ne communiquait très très peu de choses sur sa biographie. Je pense que c'est bizarre, ça va lui faire bizarre de l'entendre, mais c'est l'une des autrices sur lesquelles je sais le moins de choses. Je connais toute son histoire récente, mais quasiment rien de son histoire ancienne. Je connais son histoire à partir du moment où elle a commencé à écrire, et je ne connais pas son ancienne vie. Très bien. Justement, Isabelle, le lien est parfait sur ce texte-là, La folie de ma mère. Qui est ce jeu? Qui est ce jeu? Voilà. Alors, je ne sais pas trop comment interpréter les propos de Benoît, parce qu'en fait, il dit qu'il ne sait rien de ma vie. Je viens de lui écrire. Non, non, mais je plaisante. Mais bien sûr, ce jeu, est-ce que la question, est-ce que tu demandes clairement si ce texte est autobiographique? Pas forcément, puisque je pense que tu ne t'en caches pas immensément. Donc, non, je pense qu'il est Non. autobiographique, bien sûr, Oui. mais quelle est pourquoi déjà avoir voulu mettre cette première personne du singulier en avant? Pourquoi avoir voulu adresser ce livre à ta mère? Voilà. Alors, au départ, la première version de ce texte était à la troisième personne du singulier. Et il n'était pas question d'utiliser ni je ni tu. Et donc, là, je bégaye un petit peu, enfin bref. Je l'ai soumis tel quel à Benoît. Et il m'a dit, ça ne fonctionne pas. Et je savais au fond de moi qu'il avait raison. Ça ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui ne sonnait pas juste. Et j'ai écrit une deuxième version où j'ai essayé je ne sais pas trop comment l'appeler, j'ai travaillé par scène, essayé de faire un petit peu quelque chose de plus cinématographique, des scénarios, bon, ça ne fonctionnait pas vraiment non plus. Et à un moment, mon éditeur à qui de rien n'échappe m'a dit « assume ». Et je crois qu'il avait raison. En assumant réellement, ça a été, le texte s'est déroulé vraiment spontanément et puis c'était, voilà. En fait, au départ, j'avais un problème avec ça parce que moi, je m'étais toujours promis de ne jamais écrire quoi que ce soit d'autobiographique. Pour une raison que j'ignore, je ne voulais absolument pas qu'on dise, je suis pourtant une lectrice d'autofiction, hein, mais je ne voulais pas.
Ça, non. Et je sais pas, je peux pas. Benoît m'a forcé, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, pas du tout, hein, c'est pas vrai. Mais à un moment, j'ai toujours su que dans ma propre histoire, il y avait de la matière romanesque. J'avais vraiment un matériau là à exploiter. Je tournais autour dans mes livres précédents de manière consciente ou inconsciente. Pour ceux qui ont déjà lu Adelphes, il y avait un moment un personnage blanche qui basculait dans une forme de folie. Il y avait déjà la question de la filiation qui était abordée. Et je crois que vraiment, souvent des auteurs disent, j'ai entendu dire des auteurs disent, ce livre s'est imposé à moi. Et c'est quelque chose que je comprenais pas. Enfin, pas parce que je le juge, non, moi j'avais toujours l'impression que j'étais maître de ce que j'allais écrire jusqu'à ce livre, où là vraiment j'ai compris réellement ce que ça voulait dire qu'un livre s'impose à un moment donné. Il est temps, c'est le moment. Et vous savez, et je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans l'explication. Il fallait que j'écrive ce livre-là parce que tout était réuni pour le faire. C'était le bon moment. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais Si, bien sûr. Euh, voilà. Benoît, je sais que tu as un amour immodéré pour les pitchs de livres. J'aimerais que pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, tu puisses en faire le pitch, même si c'est loin d'être évident, mais au minimum, expliquer comment l'histoire se déroule, sans en dévoiler davantage, bien sûr, mais au moins que ceux qui ne l'ont pas encore lu puissent le découvrir. Mon amour pour les pitchs a été contraint et forcé par le fonctionnement de la diffusion et de mes représentants de commerce. Sans ça, moi, j'aurais préféré des lectures intégrales des livres à chaque rencontre. Disons que quand je vais en librairie et que je veux attirer l'attention sur la folie de ma mère, je dis ou je dis pas que c'est la vie de l'auteur, mais en tout cas, je commence toujours par dire c'est l'histoire d'une jeune fille qui est arrivée à l'adolescence, à 18 ans, découvre que son père n'est pas son père. Et quand elle se retourne vers sa mère pour connaître le fond de la vérité, à chaque fois qu'elle pose la question, sa mère lui répond non pas par le silence, mais par un nom et une histoire différente. Et petit à petit, la fille retourne l'enquête vers elle-même en se demandant si à force de vouloir, d'insister, de s'acharner pour la connaissance, si cette volonté de connaissance absolue finalement n'est pas illégitime, et à se demander si elle-même n'est pas folle. Isabelle, c'est- on est d'accord avec ce pitch? Oui et non. Il y a deux histoires en une, je dirais. C'est le fil rouge de ce texte pour moi, quand je l'ai écrit, l'idée maîtresse que j'avais, que j'ai tenté de dérouler, c'est un impossible dialogue. C'est-à-dire l'histoire d'une mère qui vraiment, enfin, cette enfance et après cette jeune femme, enfin, qui, la parole entre cette mère et cette fille est totalement empêchée. À un moment donné, il y a une barrière, une frontière à ne pas franchir, et on sait pas, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, il y a une forme et c'est au fil des années que la fille va découvrir pourquoi il est impossible de parler avec cette mère. D'une part parce que il y a deux temps pour moi vraiment que j'ai tout à fait dissocié. Il y a l'enfance de la fille où la parole donc ne peut pas vraiment, enfin, peut pas dialoguer avec sa mère parce que sa mère lui ment, mais la fille ne sait pas pourquoi. Donc, il y a plein de questions qu'elle lui pose ou des situations qui sont gênantes. Le malaise est palpable de manière régulière, mais il n'est pas nommé, mais la fille le sent profondément. Donc voilà, elle fait marche arrière ou elle se tait surtout. En fait, elle se tait toujours. Et puis après, quand la fille est jeune femme, sa mère est malade. J'aime bien ce terme de folie. Elle devient folle. Pour moi, c'est pas quelque chose de péjoratif. Je crois que je le préfère au terme de maladie mentale. Elle était folle. Oui, elle était alors
on appelle ça, à l'époque, on appelait ça maniaco-dépressive. Maintenant, on appelle ça bipolaire. Après, je crois qu'il y a différents, pour ceux qui connaissent, ou s'il y a un psychiatre sur la toile, je ne sais pas, il y a différents stades dans cette maladie. Elle était vraiment dans un stade très, très élevé. Voilà. Et donc, ce dialogue qui a toujours été impossible, là, le devient, enfin, là, c'est l'entendement, il n'y a plus rien qui existe, en fait, parce que la mère est totalement hors d'attente. Elle est complètement enfermée dans ses fantasmes, dans sa paranoïa, dans parfois ça a une forme de schizophrénie, je le dis très vite pour dire à quel point, et donc là elle est totalement inaccessible. Il n'y a même plus ce qui, quand elles étaient enfants, enfin quand la fille était enfant, les liait malgré tout, tout ce qui n'était pas des sujets d'ordre entre guillemets personnel. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Benoît, si je dis des, tu vois, c'est pas très clair, vas-y s'il te plaît, tu vois, précise mon propos parce que je suis mal habituée à l'oral. C'est un livre par excellence où les lecteurs nous font découvrir aussi des interprétations. C'est un livre tellement épuré. Je pense vraiment Isabelle a de toute façon d'emblée un style un peu à l'os, c'est travailler jusqu'à l'os où il y a beaucoup de pudeur. Mais si j'ose dire, elle l'a vraiment surtravaillé par rapport à d'habitude. Elle a vraiment essayé dans chacune des parties qui composent le livre de réduire, gratter pour avoir vraiment la substantifique moelle d'abord des faits, ensuite du dialogue et du portrait de la mère, et ensuite de la quête intérieure. Et le travail qu'on a fait ensemble, c'est juste ce petit travail d'édification où le livre se présente finalement avec des piliers progressifs. Donc cette partie qui est un peu la biographie de l'enfance, le parcours de l'enfance, avec une forme de naïveté ou d'innocence ou d'incertitude, mais constitutive, normale, puis les progrès de la maladie de la mère, puis le doute qui ronge la fille. Et du coup, les différentes étapes traduisent bien les différentes étapes du dialogue, dialogue rêvé, dialogue impossible et monologue final. Ouais, je voulais rajouter quelque chose, mais du coup, j'ai oublié. Moi, je veux bien. Non, on ne lève pas la main, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, moi, ces trucs. Eh bien, quand Benoît dit que c'est vrai que l'écriture que j'ai choisie pour illustrer ce propos-là, c'est une écriture, bon, c'est à l'os, et très épurée. Mais c'est quelque chose que, d'un point de vue vraiment littéraire, j'aime beaucoup. J'ai une grande confiance en mon lecteur, ou potentiel lecteur. Je n'ai pas besoin de tout lui dire. Je lui suggère, il sait lire entre les lignes, il est capable de se raconter sa propre histoire en parallèle de la mienne, d'y trouver ce que j'ai. Pour moi, c'est quelque chose à quoi je pense. Enfin, c'est pas que j'y pense, mais je ne dis jamais un mot que j'estime pas nécessaire. Enfin, c'est ça que j'ai envie de vous dire. J'ai une grande confiance, à tort ou à raison, en mon lecteur, ma lectrice. Voilà. Et cette écriture à l'os, elle se traduit aussi par le nombre de pages, tout simplement, alors qu'il y a une vie entière qui se déroule. Les événements se succèdent extrêmement rapidement et tu es arrivé à tout simplement écrire sur une vie entière sans aller trop dans les détails, sans raconter, de faire des digressions sans cesse, comme beaucoup font. Tu écris véritablement droit au but. Mais la lectrice que je suis n'aime pas les livres digressions. J'aime pas les digressions. J'ai l'impression toujours que c'est du bavardage. Je ne sais pas, c'est une affaire de goût aussi. J'aime pas ça. Moi, j'aime bien qu'on me donne l'essentiel, voilà, qu'on tienne son propos au plus près et qu'on tisse un lien vraiment, voilà, j'aime pas ça. C'est une affaire de goût, voilà. Et puis, c'est ça aussi qui, moi, m'éblouit à chaque fois dans l'écriture, dans les livres, c'est ce rapport au temps. Ça paraît quand même un peu fou, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut, en 120 pages, raconter une vie de 50 ans,
On peut aussi, je sais pas, on pourrait dérouler un siècle entier. Et à l'inverse, il y a des livres qui vont passer, des livres de 200 pages où tout va se dérouler en une seule journée. C'est quand même, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'éblouit. C'est la manière dont on peut jouer avec le temps. On en fait absolument ce qu'on en veut. Ça, c'est quand même incroyable dans l'écriture. Voilà. Ce qui est surprenant de ton discours de tout à l'heure, c'est que tu utilises la troisième personne du singulier pour en parler. Tu ne personnifies pas le personnage de la mère, là, en parlant ce soir. Contrairement dans le livre où tu t'adresses à elle. Est-ce que c'est une sorte de carapace? Justement, tu te protèges pour ne pas parler d'elle à la deuxième personne? Pas du tout. Non, c'est un roman. Alors, c'est ça toute la différence. Si en privé, si j'ai pu écrire ce roman, c'est que voilà, j'étais prête, il y avait une distance, tout ça, c'est une vieille histoire, entre guillemets. Mais pourquoi est-ce que c'est un roman? On s'est bien écrit roman, parce que c'est pas un témoignage, c'est pas un récit. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment élaboré un texte, c'est-à-dire que j'ai pris déjà des libertés avec la chronologie. J'ai choisi, toujours je reviens à cette idée du fil rouge. J'aurais pu raconter, c'est pas exhaustif déjà comme histoire, j'aurais pu raconter une toute autre histoire. J'aurais pu vous faire un portrait de la mère en racontant la femme merveilleuse qu'elle a été. C'est vraiment une question d'option. J'aurais pu vous parler de cette femme qui s'était affranchie de son milieu parce qu'elle venait d'un milieu très, très strict, catholique. Elle était enfermée dans des carcans moraux, des principes mais inimaginables maintenant pour notre temps, et elle s'est affranchie de tout ça. Et c'était une femme très courageuse. C'est une femme qui a aussi élevé 2 enfants seule. Je crois que, je ne sais pas si on projette la difficulté que ça représente. C'est une femme Surtout à l'époque. qui était, pour l'époque, c'est une femme qui était dans les années, fin des années 50, fille mère. Je ne sais pas si ça parle encore à des jeunes femmes là qui sont dans l'écran. C'était à l'époque abominable. C'était une honte absolue. De la même manière que quand on était, je ne sais pas, divorcé. Enfin, je crois que plus personne peut imaginer à quel point on était blâmé, méprisé, enfin à quel point c'était, voilà. Donc j'aurais pu vous raconter cette histoire-là aussi, et elle aurait été tout aussi vraie. Donc c'est ça le roman. Le roman, c'est de choisir une option, de dire de quoi on va parler, et puis donc j'ai pris des libertés avec la chronologie. Parfois, en réalité, il y a des choses qui se sont passées, par exemple des épisodes de vacances, j'en ai regroupé, j'ai fait du 2 en 1 pour ne pas répéter. Ce qui était important, c'était vraiment de décrire la souffrance, voilà. C'est aussi évidemment un roman sur la souffrance, et la souffrance de la mère en tout premier, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment, enfin, c'est une horreur, je ne sais pas comment le dire. Donc, et l'impuissance. Donc, quand on est face à ça, l'impuissance face à une personne hors d'atteinte, malade, et c'est quelque chose. Je l'ai déjà dit, vous savez, si vous avez lu Yoga d'Emmanuel Carrère, ah, je vois Taël qui fait oui, ben voilà. Donc, Emmanuel Carrère, il est bipolaire. Et lui, à la différence de la mère du roman, il accepte qu'il est malade. Il le dit et tente de se soigner. Et il n'a pas de mots pour décrire ça. Il dit c'est un enfer. Et il ne peut pas aller au-delà. Il dit il n'y a pas de mots pour décrire cet enfer. Donc, je ne saurais plus répéter sa phrase exactement, donc, mais je l'ai retenue parce qu'il a dit je vais en inventer un, c'est immémorable. Voilà. Et c'est cet enfer-là que j'ai voulu approcher aussi. Et
Et le fait qu'on soit tous démunis face à ça. Les gens, l'entourage, la médecine, la psychiatrie est quand même, tout le monde tâtonne, tout le monde tente des choses et finalement on ne sait pas guérir, évidemment. Mais il n'y a pas de reproche. Mais c'était tenter d'approcher ça, cette souffrance-là, au plus près. Alors, on C'est en pour ça que parlera c'est tout à l'heure. Oui. Ok. On en parlera tout à l'heure sur cette lettre, ce livre, pardon, qui, à mon sens, est aussi un livre d'amour pour cette mère. On en parlera tout à l'heure, mais je vais laisser la parole à Nicole pour la première question. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Je suis ravie qu'on se rencontre par écran interposé. Alors moi j'ai lu La folie de ma mère. Je vous cache pas que c'est pas du tout c'est pas du tout mon univers de prédilection. C'est pas du tout un sujet que j'aime. Mais comme c'est votre écriture, et ben j'y suis allée, j'y suis rentrée. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, alors j'ai trouvé ce personnage de la mère, mais incroyablement riche. C'est-à-dire qu'effectivement, même si vous avez fait des choix et si on s'aperçoit bien sûr qu'on ne la connaît pas, on ne la connaît pas complètement, il y a des facettes complètement dingues. Quand vous dites que c'était une femme remarquable, en fait, ça se sent. On ne ressent pas uniquement sa folie, son déséquilibre. On sent toute la richesse du personnage. C'est assez incroyable. Et moi, la question que je me suis posée en fait à la fin, c'est de quelle manière ce réservoir d'histoire, parce que finalement, à force de mentir, de raconter des tas de versions différentes, je me suis demandé si ça pouvait être aussi une source d'influence pour la future écrivaine. Ah, bah, bonsoir Nicole, moi aussi je suis contente. Peut-être pas. On va se tutoyer. Merci. Je n'osais pas le proposer, mais voilà, si on veut bien tout le monde se dire tu, c'est plus simple. Alors oui, je comprends déjà ta réserve par rapport à ce genre de texte parce que c'est effectivement voilà, cette méfiance. Enfin, c'est la question d'autofiction, mais c'est un autre sujet, enfin du roman autobiographique. Mais moi, j'insiste beaucoup et c'est pas pour me cacher. C'est autobiographique, mais c'est vraiment le matériau qu'il est. Vous voyez, enfin, j'espère et que j'ai su. J'espère, mais ça, c'est pas gagné. Bon, mais la question, mais j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Je trouve que ça, c'est vraiment incroyable. Est-ce que j'ai bien vu le parallèle entre la lectrice que j'étais et l'écrivaine que je suis devenue. J'ai jamais pensé que le fait que ma mère ait raconté toujours 1000 histoires différentes, et puis mais c'est génial, c'est super ce que vous dites, ouais, c'est peut-être possible. C'est un beau livre, je l'avais jamais fait. J'y ai pensé parce que je trouve que tu écris sur des sujets très, très, très différents. Enfin, moi, je suis loin d'avoir épuisé ta bibliographie, mais entre Adelph et Lenka, par exemple, c'est des univers très différents. Et par contre, avec toujours ce même amour pour raconter une histoire. Voilà. Isabelle? Oui, ben, je ne sais pas si j'écris. Si tu veux, à chaque fois que j'entame l'écriture d'un livre, moi j'ai l'impression que je vais raconter quelque chose de tout à fait inédit, aborder une question qui me passionne, et a posteriori, une fois que je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que j'écris toujours le même livre, il y a toujours un lien commun entre les livres. C'est-à-dire que le dénominateur commun entre tous mes textes, et c'est absolument involontaire, c'est tous des personnages empêchés. À un moment donné, ils sont empêchés. Rattrapés par leur passé, par exemple Lenka, et puis empêchés d'être pleinement, enfin je ne sais pas ce que ça veut dire, être pleinement soi-même, personne ne l'est. Mais je ne suis pas la mieux placée pour répondre à ça en fait. Mais voilà.
Alors, Isabelle, l'autre Isabelle, parce qu'il y a 2 Isabelle ce soir, c'est pour ça. Bonsoir Isabelle, à toi. bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors, c'est la première fois que ça arrive, en effet. Moi, depuis tout à l'heure, ça me fait le même effet dans l'autre sens. Mais je me dis, mais pourquoi Anthony m'interpelle? Mais non, en fait, c'est pas moi. Merci pour cette rencontre, désolée. Alors, moi, j'avais une question. Je fais partie de ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Et en fait, ma question, c'était est-ce que le fait de l'avoir écrit sous forme de roman, ça vous a aidé en fait par rapport à l'histoire réelle, en fait, de prendre un peu de recul, de vous détacher un peu de cette histoire qui est quand même très très forte? Alors, Ou oui, si ça a eu l'effet j'entends inverse. Ou si ça a la eu l'effet inverse, catastrophe. c'est que... Je dirais que c'est parce que cette histoire en moi a été apaisée que j'ai pu écrire ce livre. Alors, c'est jamais totalement apaisé. Enfin, je veux dire, on porte tous des failles, des douleurs, des souffrances en nous, c'est évident. Mais parce que, en fait, cette mère du livre, s'il faut vraiment dire les choses de manière plus concrète, elle est morte depuis plus de 20 ans maintenant. Et Benoît qui disait que j'avais découvert cette histoire. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu, la mère ment sur sa fille à propos de l'identité de son père, mais je ne l'ai pas découvert à 18 ans, mais à 30 ans, ce qui est bien pire. Je ne sais pas si c'est pire. Mais donc, ça veut dire que vraiment, il y a eu un travail effectué, c'est que c'est parce que c'est totalement apaisé, cette histoire-là, totalement, c'est peut-être fort, mais mise à distance, en tous les cas, que j'ai pu écrire ce livre. Voilà. Céline? C'est l'écriture qui soigne, c'est pas ce texte-là. Bonjour, bonsoir. Donc moi, j'ai lu votre livre et j'ai particulièrement apprécié notamment les 2 premières parties sur justement toute cette relation presque impossible, en tout cas selon les codes classiques qu'on met dans une relation mère-fille, mais qui n'empêche jamais l'amour finalement et la dévotion que la narratrice a pu mettre dans cette relation-là. Donc j'ai vraiment aimé cette partie-là. Et vous y évoquez, ainsi que dans une espèce de postface ou épilogue à la fin du livre, alors ça ne spoile pas, hein, je rassure ceux qui ne l'auraient pas lu, l'existence d'un manuscrit qu'aurait écrit la mère et qui raconterait la même histoire, mais de son point de vue à elle, alors avec éventuellement les déviances de la maladie ou une partie complètement inventée, etc. Voilà, et donc vous nous parlez de ce texte-là, et est-ce que vous pouvez nous en raconter l'histoire, parce qu'elle a l'air assez originale. Non, alors oui, il y a un malentendu, je crois. Et ce texte-là est un roman qu'a écrit ma mère quand elle était déjà bien malade. Et c'est en aucun cas son histoire. C'est pas la même histoire du tout qu'elle raconte. C'est un roman. Mais ce que moi, j'y ai trouvé dans la lecture, c'est qu'elle y projetait une sorte d'idéal, de vie rêvée qu'elle-même aurait voulu vivre si la vie avait été plus clémente avec elle. Mais c'est en aucun cas quelque chose d'autobiographique. Mais on y retrouve ces fantasmes. Alors, par moments, elle y glisse effectivement des personnages, des amants qu'elle a eus et qu'on retrouve dans son texte, mais de manière, si je puis dire, anecdotique. Vous voyez, voilà. Donc, mais ce que je dis, mais ce texte-là, on aurait souhaité pouvoir le mettre. Enfin, Benoît avait eu cette idée et c'était vraiment, j'adhérais totalement parce que ça formait justement un beau contre-pied à cette folie que je décris, parce que quand même, elle est cinglante cette mère, elle est assez destructrice quand elle s'y met, mais voilà. Et c'était une manière de dire, cette femme est folle, mais elle n'est pas que folle. Elle est aussi capable de création et de dire de belles choses. Voilà. Mais c'était tout à fait un roman. C'était tout à. Si dans ce roman, elle n'a pas déroulé sa vie, elle a utilisé des éléments autobiographiques que j'ai retrouvés comme ça, par bribes, mais dans un mélange de fantasmagorie aussi. Enfin, c'était pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai
bien répondu, mais voilà. Si, parfaitement. Et donc, dans cette petite partie, vous évoquez que ça n'a pas pu être publié pour des questions de droit. Alors, j'y connais absolument rien, mais il me semblait que les ayants droit des enfants pouvaient justement récupérer ces droits-là. J'imagine que l'histoire est plus compliquée et que potentiellement, ils ne regardent Oui, pas, oui. mais Absolument. Mais dans ces cas-là, il faut que tous les ayants droit soient d'accord. Et s'il y a un ayant droit qui s'y oppose, et c'est ce qui s'est passé, eh bien, nous, on n'a pas le droit de le faire. On doit le respecter. Voilà. Donc, c'est tout. C'est aussi simple. Ouais. merci. Tu voulais intervenir, Benoît? Oui, juste te dire que c'était un texte qu'Isabelle avait toujours prévu de citer en filigrane à l'intérieur de son roman. Mais moi, j'ai découvert son existence, j'ai compris son existence petit à petit. Je n'avais pas compris la dimension de ce texte. Et Isabelle m'avait envoyé des scans, des photographies du manuscrit original qui souffrait d'une écriture horrible et qui, du coup, n'avait pas du tout éveillé mon intérêt jusqu'à ce qu'elle décide en cadeau de me le saisir. Elle a entièrement saisi le manuscrit original. Et là, je l'ai lu dans une espèce de fièvre. Il est assez court. Je pense que c'est un roman qui devait faire entre 50 et 60 pages. Mais effectivement, on découvrait une mère totalement extrême, mais dans ses partis pris et dans ses choix de vie, à la fois dans un intérêt un peu passionnel et fantasmatique pour certains hommes de passage, des marins, des explorateurs, mais aussi dans ses positions politiques proches de l'anarchie et qui affirmait de manière assez forte et très, très convaincante, une femme libre, une femme qui pensait, une femme qui avait la révolte nouée au fond d'elle-même, et puis en plus un style qui était... Les premières pages rappelaient presque Hélène Bessette, une autre autrice des années 50 qu'on publie, c'est-à-dire c'était un manuscrit aisément présentable à des éditeurs, et je crois qu'il l'a été dans les années 80, même s'il n'a reçu aucune réponse positive, et du coup il y avait... l'idée que ce soit comme une petite pièce d'un kaléidoscope auquel Isabelle faisait allusion dans La folie de ma mère, effectivement, m'a beaucoup trotté dans la tête, au point d'imaginer en discussion, en échange avec Isabelle, un véritable diptyque. Alors là, il y a beaucoup d'éditeurs qui commencent à réfléchir à ce genre de livre recto verso. Kidam l'a fait pour un portrait croisé du père et de la mère. Le sous-sol l'a fait là, pour 2 textes de Maggie Nelson qui renvoient à des époques et à des générations différentes. Mais moi, j'aurais beaucoup aimé offrir ce coffret familial, ce tombeau de la maman, avec effectivement le point de vue de la fille et la fiction de la mère. Donc ce sera pour peut-être pour dans 1 ou 2 générations, quand elle sera tombée dans le domaine public. En effet. J'aimerais revenir sur cet amour de la mère, puisque dans la première partie du livre, cette mère a multiples conquêtes, a une éducation extrêmement stricte jusqu'à la majorité. Comment on bascule pourquoi on n'abandonne pas cette mère-là à ce moment-là? Pourquoi on continue d'avoir une relation avec sa mère malgré l'éducation quasi absente qu'elle a eue sur nous? Ah. Parce que là, je voulais dire, j'ai juste vu qu'il y a Juliette là tout d'un coup. Juliette Lemonté, qui est l'illustratrice qui a fait la belle couverture du livre. Donc, coucou Juliette. Et je souligne parce que j'aime énormément la couverture de ce livre, que j'ai, voilà, j'étais tellement heureuse que Benoît l'accepte et que comme Juliette est là, voilà, j'en profite pour lui dire. On pourra lui passer la parole tout à l'heure, hein, si elle voilà, a envie. De vive voix, c'était voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne quitte pas sa mère? Mais vous en connaissez beaucoup des enfants qui quittent leur. Enfin, j'étais mineure déjà pour commencer. On ne peut pas. C'est ça votre question. Pourquoi est-ce que enfant, pas enfant, mais à partir pourquoi vous avez continué justement, pourquoi la narratrice a continué à aider sa mère tout au long de sa vie, alors qu'elle aurait pu l'abandonner? C'est ma question à plutôt là. Voilà, alors chronologiquement, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit dans le roman et que je peux vous dire ici parce que qui est dans de biographie. Donc, en fait, ce que je raconte dans la première partie du livre, c'est effectivement l'enfance, la mienne, d'enfance, l'adolescence, je dis je là, parce que voilà, pour vous juste éclairer. Ensuite, dans la deuxième partie, c'est la bascule de la mère dans la folie. Et à ce moment-là, moi, j'ai à peine 20 ans quand ça commence. Et ce qui n'est pas dit dans le livre,
c'est qu'à l'âge où enfin j'aurais pu connaître la femme qui était ma mère, quand elle n'est plus que ma mère, quand je suis moi-même à mon tour une jeune femme, mère, enfin jeune mère éventuellement, ma mère bascule dans la folie. Et ça dure, ce qui n'est pas dit dans le roman non plus, à peu près une vingtaine d'années. Voilà, ce qui semble. Voilà. Et l'histoire du père, après, dans la troisième partie, ça, c'est une affaire qui a duré quelques mois. Vous voyez, la chronologie est vraiment bouleversée, en ce sens que c'est un roman, parce que j'ai voulu accentuer, vraiment parler de l'incommunicabilité. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi on n'abandonne pas sa mère? Eh ben, parce que déjà, je l'aimais énormément et que je crois que c'était réciproque et que c'était un amour, je dis je exprès là, maintenant, parce que c'était un amour très, très inconfortable, destructeur par bien des côtés, mais elle savait, mais je n'en ai jamais douté. C'est tout le paradoxe de la relation entre cette mère et cette fille. Et ensuite, quand elle est tombée malade, mais il n'y avait plus personne, puisque son compagnon de l'époque, de guerre-là, enfin de lassée par les crises qu'elle lui faisait, l'a quittée. Elle avait beau avoir des frères et sœurs qui étaient dans le déni absolu, il n'y avait plus personne que moi. Et voilà, il était évident que je n'allais pas la laisser tomber. Mais on y laisse des plumes, c'est évident. Prendre en charge quelqu'un de malade comme ça, c'est totalement destructeur, c'est une maladie contagieuse, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et pourquoi l'abandonner et où? Et enfin, c'était pas possible. C'était tout simplement pas possible. Alors, c'était une question volontairement provocatrice, mais en effet, je trouve que c'est quand même extrêmement bien. Évidemment, on n'abandonne pas sa mère. Maintenant, l'enfance qu'a eu la narratrice, pendant les 50 premières pages, on pourrait se dire que ça va très mal se finir. On pourrait l'imaginer quand on continue le livre. Bien sûr que non, puisque l'admiration commence à poindre au fil du livre. Mais c'est vrai qu'on avait, entre un père violent et une mère qui avait une autorité extrêmement forte, on s'inquiète pour cette narratrice au départ. Et après, tu as réussi à tisser une enquête sans qu'on ne la voie réellement venir. Ça, c'est extrêmement bien ficelé à chaque fois. Mais est-ce que c'était un point de départ pour toi d'avoir un point de chute à la fin, quelque chose qui rebondisse? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Je voulais savoir si l'enquête que tu déroules au fil du livre, c'était quelque chose de conscient à la base, ou au contraire, est-ce que c'est arrivé totalement par inadvertance au moment de l'écriture, pendant l'écriture? Non, non, c'est ça que je voulais raconter. C'est-à-dire que le point de départ de ce livre, c'est OK. Ma mère ne m'a jamais parlé. Elle avait un rapport très ambigu, ambivalent à sa fille. Je ne comprenais rien. Elle était violente et par moments douce. Elle était inconstante. Il y avait un sentiment. Enfin, c'est ce que il y avait quelque chose qui allait pas. Il y avait pas. Moi, j'étais perdue. Je comprenais pas. J'étais pas une enfant difficile. J'essayais de lui plaire et ça marchait jamais. Donc, il y avait une part d'elle-même qui me rejetait profondément et je ne savais pas laquelle. Je ne pouvais pas la comprendre et je ne pouvais pas le formuler. Il n'y avait pas de mots posés là-dessus. Et puis, c'est à l'âge adulte que j'ai compris pourquoi. C'est que le fait qu'elle-même, ne sachant pas d'où je venais, avec qui elle m'avait fabriqué, elle avait une peur vissée aux entrailles. Elle se demandait chaque jour ce que j'allais devenir. Et puis, tout ça, c'était du domaine de l'inconscient, hein, évidemment. Par exemple, je ne sais pas si on a tous, les jeunes parents, là, ou même, comment dire, là, je bafouille, à un moment donné,
notre mère ou nos parents nous racontent toujours une anecdote de notre prime enfance. Oh, quand tu avais 3 ans, tu te souviens, quand tu avais dit ça, où ils montrent des photos, où ils racontent, je ne sais pas, que l'accouchement était difficile, où ils racontent que… Moi, il n'y a jamais eu une seule anecdote à raconter sur ma prime enfance. Donc, c'est bizarre, même pas, jamais. C'était un sujet tabou. Et puis, d'autre part, ma mère, elle avait une aversion pour les nourrissons, pour les bébés. Ça semblait assez étrange, donc voilà. Mais vraiment une aversion. Elle ne comprenait pas l'intérêt, elle trouvait ça… c'est pas qu'elle… On a le droit, hein, moi non plus, je ne suis pas une fan des bébés, hein, en général, des enfants, mais elle, c'était vraiment de l'aversion. Et c'était son rejet qu'elle revivait à chaque fois, enfin son cauchemar, le fait d'avoir eu un enfant alors qu'elle n'en voulait pas, qu'elle n'avait pas décidé, et que ça a été le drame initial de sa vie, quoi, en fait. Tu démarres d'ailleurs le livre en disant que tu découvres ta mère à 3 ans. Ouais. De manière un petit peu satirique, mais en même temps, c'est Non, la mais c'est vérité. vrai. Mais c'est la vérité. Karine? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Isabelle, bonjour Benoît. Je n'ai pas lu ton roman, mais j'entends cette histoire de paroles empêchées, de relations mère-fille. Et je voudrais savoir, dans cette relation-là, dans cette histoire-là, à quel moment l'écriture, pour toi, a pris la place dans ce dialogue empêché? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu assez tôt dans ton parcours d'écrivaine, ou est-ce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, une guérison qui est arrivée après pour cicatriser? Sachant qu'en plus, c'était une maman qui écrivait finalement aussi. Non. Alors oui, là aussi, il y a des choses à préciser dans le temps. Elle a écrit un et unique manuscrit très tardivement. Oui, d'accord. Et quand elle était déjà bien malade. Et moi, j'ai pu écrire parce que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, cette histoire, je l'ai lue à distance. Et en fait, il y a quelque chose qui est un petit peu particulier. Et c'est là où je remercie mon éditeur aussi, parce que j'ai commencé à écrire à l'âge de 50 ans seulement. Donc, j'ai fait une entrée vraiment très, très tardive en littérature. Et c'est aussi à l'honneur de Benoît de ne pas s'occuper de… Voilà, il ne s'occupe pas de projets à long terme parce que hein, c'est vraiment… Bon, là, en fait, pour le dire de manière très simple et prosaïque, il n'exclut pas les vieilles de son catalogue et je lui en suis très reconnaissante. Voilà, des trucs… voilà. Ben oui, vous vous rendez compte, c'est un miracle. Que de commencer à écrire à 50 ans et être publié à 50 ans, c'est quand même très, très rare. Voilà. Parce Donc, que tu as plus d'énergie qu'un auteur de 20 ans. C'est gentil. Mais c'est ça, donc pour répondre à Karine, dire que finalement, l'écriture, pour moi, ce n'est pas une manière de me guérir, c'est un aboutissement. Voilà. Un accomplissement, finalement, très tardif. Une fois que voilà, on a grandi avec des fondations vraiment pas solides du tout et que finalement on est toujours bancal et toujours d'ailleurs, voilà, ça on reste un peu à vie et puis à un moment donné, voilà, être libéré franchement de quelque chose et de se dire après c'est le revers de, je sais pas, je dirais que c'est le revers de ce parcours quand même douloureux pour ma mère mais aussi pour moi. C'est qu'à un moment donné, moi je suis arrivée à 50 ans et je me suis dit, bon, et qu'est-ce qui reste devant? Ben, pas grand-chose. Alors maintenant, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Je fais, j'y vais, puis on verra. Voilà. Et c'est aussi peut-être parce que je suis animée de cet état d'esprit maintenant, d'une forme d'affranchissement,
que je me suis autorisée à écrire un livre autobiographique que je m'étais interdit très longtemps, parce qu'en fait, je crois que profondément, ça m'est égal maintenant. L'image, rien, l'image que je donne, vous voyez, ce qui est important, c'est si je rencontre des lecteurs, si, voilà, je calcule plus. C'est tout ce qui m'arrive, c'est des cadeaux maintenant. Voilà. C'est l'avantage. Vas-y Isabelle, pardon. Non, je suis trop bavarde. C'est l'avantage des parcours très, très tardifs. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour cette écriture, même tardive? C'est quoi le déclic qui t'a poussé à envoyer un manuscrit, à écrire? J'imagine que tu écris peut-être depuis plus longtemps que ça, mais est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour que tu te dises à 50 ans, j'envoie et je tente ma chance? Mais c'est ce que je viens de dire. J'ai toujours longtemps cru que j'étais bonne à rien, nulle en tout. Bon, ça c'est écrit dans le livre, j'espère. Ça fait un peu Cosette, hein, mais c'est quand même vrai. Et donc, je ne me suis jamais projetée dans quoi que ce soit. J'étais une fille sans rêve, vraiment. Et me contentant de pas grand-chose, en fait, parce que, voilà, de tenir debout, je dirais. Et déjà enfant, j'avais aucune confiance en moi, donc je ne projetais rien. J'avais pas de rêve, je n'arrivais pas à me projeter dans l'avenir en aucune manière. C'était pas pour moi, ça. Et mais j'ai toujours écrit, mais sans penser en faire un métier, comme ça, comme j'aurais fait autre chose, enfin, comme je sais pas comment vous dire, Comme un comme hobby. je tricotais, j'ai jamais tricoté, mais comme je faisais la cuisine en fait. Et j'ai jamais imaginé que je puisse avoir un tout petit talent. Et il n'y a aucune fausse modestie dans ce que je dis là maintenant. Et puis, pourquoi j'ai écrit mon premier manuscrit vers l'âge de 40 ans, je l'ai envoyé. Il était nul, mais c'est une honte ce truc-là. Et puis, ah oui, je sais, je peux répondre enfin à votre question. Mon premier manuscrit, il a été écrit à 2, c'est un livre à 4 mains, avec une amie. Donc, je me suis cachée derrière elle. On a écrit un livre par mail, donc ce n'était pas très sérieux. Voilà. Et c'était un jeu. Et voilà. Et finalement, il a été publié. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, peut-être. Voilà, c'est parti, c'est comme ça. Très bien. Béa? Merci Anthony, bonsoir à tous, bonsoir Isabelle, je suis ravie de discuter avec toi enfin en direct, après nos nombreux échanges depuis ma lecture d'Adelphes. Alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, lisez Adelphes, absolument. J'avais une question, j'ai plein de questions, mais j'ai une question notamment sur le travail d'éditeur, puisque là, pour La folie de ma mère, donc j'ai lu le livre en même temps que Séverine, Manon et Céline qui sont là ce soir. Et Céline, elle, disposait des ENC. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de différences. Ah, tu as le droit de ne pas répondre, Benoît, si ça devient une question piège, il n'y a pas de souci. Mais notamment, alors sans spoiler encore une fois, il y a sur la fin du roman des échanges épistolaires avec la mère et Céline dispose de matières un peu plus conséquentes dans les ENC que dans le livre final. Je voulais en savoir un petit peu plus sur les choix, en fait. Si on a le droit de savoir, sinon, Oui, c'est pas bon, grave. là, malheureusement, ce n'est pas le fruit d'un travail éditorial. Enfin, pas seulement. C'est aussi une question de droit d'auteur. On a essayé. Il y a eu pas mal de conversations en fait entre les ayants droit sur un sujet naturellement un peu sensible. Et après concertation collective, on a estimé qu'il serait mieux de se cantonner strictement au droit de citation tel qu'il est défini en France et qui demande de ne pas citer plus de 8 à 10 lignes d'un texte. Voilà. Donc, je me suis fait l'avocat du diable et j'ai dit à Isabelle que ça n'en serait que plus flagrant, que plus saillant et que plus resserré. Et c'est pour ça qu'on a réintroduit des coupes à l'intérieur des extraits. D'accord. Après, moi, très personnellement, ça ne m'a pas manqué à la lecture. C'est à la fin de notre lecture, quand on a échangé, on s'est rendu compte voilà, que sur les ENC, il y avait plus que ce que nous, on avait Ouais, je lu. vous remercie. J'adore cet exercice de comparaison digne de détective privé de l'édition. En plus, pour vous dire la vérité, il y a pas mal, ça arrive sur quelques auteurs qu'il y ait des différences pas flagrantes, mais pour l'anecdote, quand Gauze a été reçu à la Grande Librairie pour Debout Payé, l'assistant de Bunel avait les épreuves, Bunel avait le vrai livre, et l'assistant est venu me voir en trompe dans les coulisses en disant
mais là, il y a un truc qui cloche. J'ai dit à François, regarde François, cette chute et cette conclusion, ça ne te donne pas envie de pleurer. Et ils se sont aperçus que ce n'était pas la même chute dans les épreuves et dans le vrai livre. Donc, parfois, ça peut être effectivement fertile et le fruit d'une histoire intérieure ou d'un remords de dernière minute de l'auteur. Ouais, non, mais c'était vraiment intéressant du coup de voir qu'il y avait eu cette. On sait qu'il y a un travail d'éditeur et on en est ravi quand il y en a un. Souvent, ce qui fait la différence, pas que, hein, mais qui peut faire la différence entre un livre édité et un livre auto-édité. Et là, vraiment, on en a pas mal débattu parce que Céline, il lui manquait un petit paragraphe qui expliquait l'existence de ce roman. Par contre, elle avait les lettres entières de la mère. Enfin voilà, donc c'était super intéressant voilà, d'échanger là-dessus. Mais du coup, les deux lectures se sont très bien complétées. C'était très, très riche. C'est bon, Isabelle? Oui, il y a un problème en fait, c'est-à-dire que quand vous écrivez sur des personnes ayant réellement existé, donc alors là, il y a une question d'éthique. Moi, je sais, peut-être je changerai d'avis, je ne sais pas, mais jusqu'à présent, quand je vous disais, je ne voulais pas aborder des sujets biographiques ou autobiographiques, et donc je m'interdis, pour l'instant, je n'écris pas sur des personnes vivantes de mon entourage, sauf avec leur accord, bien évidemment, mais je ne m'empare pas de la vie des personnes que je connais, je dirais pas, voilà. Et donc là, il y avait le problème dans ce, pour répondre, il y a le problème de l'exposition, ce que j'expose publiquement de la vie de ma mère, en l'occurrence. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est décédée depuis plus de 20 ans, et je le dis de manière un peu cruelle, mais c'est la vérité, il y a plus grand monde qui la connaît. Ensuite, le nom sous lequel je publie n'est absolument pas son nom à elle. Donc voilà, il y a quand même des choses. Mais il reste quelques personnes que ça peut blesser de voir que j'expose ainsi son courrier, etc. Moi, j'y tenais beaucoup, j'y tenais énormément à insérer ces lettres parce qu'elles illustrent, c'est des témoignages incroyablement, je crois, c'est vous qui allez me le dire, puissants de ce que peut être le dérèglement mental, à quel point elle est là dans un délire profond, et ça me semblait vraiment important. Mais voilà, après, il faut faire un peu attention à ne pas exposer trop de choses intimes qui pourraient blesser certaines personnes. Hein, Benoît, voilà. Je crois que c'est un peu... On voudrait éviter de se retrouver dans la position d'Emmanuel Carrère, parce que pour Oui. ceux qui ont suivi quand même l'émission, il y a des espèces de cas d'espèces hallucinants, et moi qui me paraissent absurdes avec ma naïveté et mon envie de respecter l'autre. Mais je crois qu'après l'apparition du yoga, la femme d'Emmanuel Carrère a révélé qu'il y avait un contrat entre eux qui lui interdisait de l'utiliser comme personnage de fiction ou alors sous certaines conditions, et qu'elle délimitait strictement le type de passage qui pouvait être révélé, d'extrait de sa correspondance qui pouvait être révélé, et qu'elle a prétendu que le contrat n'avait pas été respecté. Voilà. Donc on aime bien prendre les devants et les précautions pour ménager l'humain tant qu'il peut l'être. Alors, moi, je vais faire un truc plutôt psychanalytique. Je ne sais pas si ça va faire un flop, mais tu vois, la femme d'Emmanuel Carrère, en fait, il a respecté le contrat puisque les seuls moments dans lesquels il le cite dans ce livre, c'est parce qu'il en réfère à des livres antérieurs. Mais c'est un peu la problématique des gens qui, quand vous parlez de votre entourage, que parce qu'ils ne vous l'autorisent pas, vous ne les citez pas, et quand le livre sort, ils s'aperçoivent qu'il n'existe pas dans le livre et ils ne le supportent pas. Donc, ils vont faire des droits de réponse et faire en sorte d'exister quand même. Alors, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais c'est quand même un grand classique du genre. Solo. Bon. Voilà. Je crois que j'ai encore dit une bêtise. Excusez-moi, j'espère vraiment, merci de votre indulgence, que je suis un peu plus douée à l'écrit qu'à l'oral, parce que là, je le sais, je ne suis pas vraiment, parfois j'écoute des auteurs, j'ai écouté notamment il y a très peu de temps Alice Zeniter, oui, qui est merveilleuse quand on l'écoute, elle nous emmène en voyage, elle passionne, elle questionne, elle a une décence qui, moi, voilà. Ça, c'est mon prochain travail, apprendre à parler. Mais c'est pas si facile.
Ne te dévalorise pas, Isabelle. Non, Tu es parfaite. Non, je me dévalorise pas. Je le sais, je le dis juste. Voilà, et je compte sur mon éditeur pour me donner des cours. Je sais que Benoît doit partir dans peu de temps. Est-ce que Benoît, tu peux nous faire un petit check-up des sorties en cours au Nouvel Attila, peut-être si tu... Moi, je suis frustré de ne pas avoir pu m'associer aux conversations sur Adelphes. Je pense qu'Isabelle va dire un mot sur le prochain roman en plus parce qu'elle l'a lu en avant-première. Parfait. Non, c'est une année juste, alors vraiment la minute publicité, merci de me le permettre. C'est une année très particulière. C'est la première fois qu'on publie autant de romans français ou francophones au Nouvel Attila. Il faut se rappeler donc que c'est une maison qui avait commencé par publier des auteurs étrangers morts. Et qu'en à peine 10 ans, on a fait des chemins, puisque cette année, sur 10 publications, il y a eu 7 romans français, dont un ou francophone, puisqu'il y a un Québécois dans l'affaire, et sur ces 7 romanciers, il y a 5 romancières. Et faut savoir aussi que pour des raisons bonnes ou mauvaises, c'est surtout les mecs qui envoient des manuscrits au début, quand une maison d'édition met du temps à être repérée. On a mis du temps à recevoir des manuscrits de femmes. On a donc mis du temps à publier des auteurs féminins, même si la première d'entre elles, Bérangère Cournu, était une fille. La reféminisation du catalogue, pour refléter un peu quand même l'horizon et la vitalité de l'écriture actuelle, elle date d'il y a 2 ans à peine, quoi. C'était le virage pris avec l'interlocutrice, Chienne, voilà. Et là, cette année, pour moi, on ne l'a pas du tout fait chercher ni fait exprès. C'était une divine surprise. Mais voilà, on a donc publié La folie de ma mère d'Isabelle. En mars, un premier roman offshore très narratif, très beau sur l'amour entre l'Islande et le Nigeria, de Céline Servet-Picor. Merci beaucoup. Il vient tout juste de sortir. C'est vraiment une magnifique écriture, une magnifique narration et un magnifique roman d'amour et de deuil. Juste après, en avril, sort de Ouria, un roman marocain, Entre les jambes. Donc voici les épreuves non corrigées, lu par Isabelle. Et Anthony nous fait la gentillesse de lui faire confiance et d'inviter l'autrice dans une quinzaine de jours, le jeudi 15 avril. Ouais. Et puis en mai, on sort un roman sur une jeune écrivaine anglaise qui s'appelle Jane Austen. On sort La deuxième vie de Jane Austen de Marie Dollinger, qui sortira donc début mai. Et puis à la rentrée, on a Mariam Majidi. Et au mois d'octobre, et voilà, ça nous fait nos 5 romancières de l'année. C'était assez inattendu, c'est un vrai plaisir. J'aimerais bien que tu dises peut-être un mot sur Ouria qu'on va recevoir, parce que c'est quand même un parcours particulier et un livre assez extrêmement puissant. Donc, je sais que c'est un de tes gros coups de cœur de l'année. Donc, Isabelle, tu veux en dire un tout petit mot d'introduction pour me permettre de ne pas monopoliser la parole? Oui, je vais avoir peur de le détruire. J'espère que je vais. Il est magnifique. C'est l'histoire d'une enfance au Maroc et je ne sais pas comment le dire. C'est un petit garçon qui se s'enfuit. Voilà, il a le truc. Et qui va être élevé. Sa mère l'a abandonné, qui va être élevé entre une grand-mère musulmane, marocaine, et un grand-père français, un ancien colon, et qui se sont mariés. Et entre ces deux-là, c'est la guerre. Entre les deux grands-parents, ils se haïssent cordialement. C'est vraiment... c'est Signoret et Gavin. C'était quoi le film là? Enfin, c'est terrible. Et surtout, ce qu'elle décrit merveilleusement bien et que moi j'ai adoré, c'est l'hypocrisie de la société marocaine. Benoît rectifie si je dis des bêtises. Et ce conflit des cultures et cette relation absolument incroyable entre c'est très cruel. Et cet enfant, son identité est niée là, elle ne peut pas en parler, c'est un tabou, vous imaginez bien, je ne sais pas exactement, ça se passe juste, je dirais, il n'y a pas de date, mais à l'issue de la guerre non, début des années 60 par là, je ne sais pas exactement quand elle grandit, et elle dépeint un monde dont j'ignorais tout, et c'est incroyable. Et puis elle, ou lui d'abord, et elle,
où c'est étrange parce que d'une part, on accepte un petit peu sa différence, sa grand-mère la protège et en même temps lui demande de vivre comme un garçon. Enfin, voilà. À toi, Benoît, tu en parleras beaucoup mieux que moi. C'était C'est un super livre. c'est Magnifique. Et très, très bien écrit. C'est hyper émouvant en plus d'entendre évidemment cette solidarité entre auteurs. On n'ose pas rêver que la maison d'édition devienne une famille, mais dans ces moments-là, il y a vraiment quelque chose qui se noue et qui fait tellement ressortir les sensibilités et les complicités de chacun. Oui, c'était une expérience absolument hors norme et en plus qui a mobilisé très tôt tous les différents acteurs de la maison d'édition, puisque ce manuscrit, pour la première fois, j'étais un peu mobilisé et stressé pendant le confinement. Je l'avais pas ouvert. Je l'avais pas ouvert. Il a été ouvert par mon apprenti, qui se trouve être aussi mon ancien étudiant à la fac d'édition, Louis Desflers, et que Louis me l'a envoyé l'a lu d'une manière complètement échevelée, mais l'a envoyé vers la fin du confinement. Je l'ai lu à mon tour d'une manière complètement échevelée et j'ai eu entre mai et juin, ou juin et juillet, 2 mois pour nouer contact avec l'auteur et le travailler avec d'abord cette grande incertitude. Il était tellement évident, tellement puissant qu'on avait l'impression qu'il avait dû être accepté par toutes les autres maisons d'édition. L'histoire paraissait atemporelle et universelle. Moi, cette obsession sur les hypocrisies masculines et religieuses, là, il se trouve que ça se passe au Maghreb aujourd'hui, mais j'avais l'impression que la même chose aurait pu être écrite en France au XIXe siècle. Et j'avais presque l'impression d'avoir lu un vieux livre de poche de la bibliothèque de mes parents, mais puissant, intemporel, qui traversait les âges et pouvait être lu à peu près par tout le monde dans mon entourage. Et on était vraiment dans nos petits souliers quand on a appelé l'auteur. Donc, je me suis retenu de ne pas prendre mon téléphone pour ne pas être trop déçu si jamais effectivement elle avait signé ailleurs. J'ai vraiment remobilisé toutes mes impressions, toutes mes sensations, qui étaient très sensuelles, parce que c'est d'abord un livre sur le corps, fatalement, puisque l'héroïne en a 2, et qu'elle analyse le corps arabe, le corps français, le corps poétique, le corps charnel et en amour. Et j'ai envoyé un mail à l'auteur qui m'a répondu très sobrement, que j'ai eu l'autorisation de rappeler très sobrement. Et là, l'autrice, attention au scoop, m'a dit, écoutez, je l'ai envoyé à 3 maisons. Gallimard et Actes Sud m'ont rappelé tout de suite, elles l'ont accepté, mais avec des mots un peu grossiers, genre en me disant oh, rendez-vous compte, c'est un livre fait pour les prix littéraires. Et elle a dit, moi, ce genre de rhétorique, j'en ai soupé, je préfère qu'on me parle du texte comme vous avez su le faire. Et en plus, elle m'a avoué qu'elle avait déjà publié plusieurs romans sous d'autres pseudonymes, et notamment sous des pseudonymes masculins, et que le monde de la grosse édition ne lui faisait plus du tout, qu'elle l'avait connu sous toutes ses coutures, et qui lui faisait plus du tout envie. En gros, elle avait choisi Nouvelle Attila pour Gauze, pour le parcours qu'on avait accompli avec Gauze, et elle avait lu chacune des interviews de Gauze, et elle m'a dit, je sais exactement la manière dont vous travaillez, je sais exactement pourquoi j'ai envie de travailler avec vous. Et donc, elle m'a offert comme ça 2 mois d'une intensité inouïe, parce que c'est une langue très orale. C'est aussi un des points forts de ce texte à mes yeux. Ça m'a rappelé les premiers livres d'Edgar Ilsenrath, notamment Fake America. Ce genre de texte dont on peut se dire à première vue, c'est pas de la littérature, puisque c'est bourré d'oral, de proverbes, de mots arabes, d'expressions qui sortent de la bouche de votre grand-mère. Et je lui ai dit, mais c'est incroyable, tous les autres écrivains maghrébins que je connais, soit c'est des petites histoires divertissantes, je nommerai pas de nom, soit ils essayent de bien écrire comme Balzac pour intégrer l'Académie française un jour. Et elle m'a dit, écoute, je l'ai traduit mot à mot de l'arabe des rues de Marrakech. Et donc, c'est une fresque comme ça, très ample. C'est juste la fresque. Et c'est même pas toute la vie de ce petit garçon, c'est uniquement le regard que ce petit garçon porte sur les femmes autour de lui, et sur les foyers, sur le voisinage des rues de Marrakech. Et effectivement, dans la deuxième partie du livre, ses tentatives pour s'émanciper de cette difficulté à vivre et de cette hypocrisie en quittant le Maroc pour partir fonder une autre vie à Paris. Très bien, merci, merci. Bon, je pense que tout le monde a l'eau à la bouche, évidemment, de cette rencontre et de ce livre-là. Mais on revient sur Isabelle. On revient sur Isabelle. Séverine, c'est à toi. Du coup, j'en profite pour vous dire au revoir. Oui, merci, merci Benoît, merci infiniment. Merci beaucoup de ce rendez-vous quand même régulier. Je suis vraiment très content de ce que vous construisez les uns et les autres, et que cette initiative perdure et fasse des fruits, et fasse des prix, etc. Et puis, donc, merci beaucoup de la ronde là, printanière que vous allez offrir à mes autrices chéries.
Et donc, portez-vous bien, n'hésitez pas à demander à SP de temps en temps. Très bonne soirée. Merci à toi, Au Benoît. revoir, Benoît. Merci. Au revoir. Mhm. Séverine, c'est bon? C'est à toi. Ouais. Bonsoir Isabelle, ravie de te rencontrer enfin. Donc j'ai lu La folie de ma mère, le troisième Isabelle Flaten que je lis. Alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion que je me fais parce que jusqu'à maintenant on a parlé essentiellement de cette relation compliquée, mère-fille, de cette histoire douloureuse, mais moi j'avais envie de dire aussi qu'à des moments il y avait quand même des passages qui étaient assez drôles, notamment sur la période libertaire et les années mai 68. Et j'ai eu l'impression aussi que malgré tout, c'était une adolescence riche en termes de culture. Voilà. Donc j'avais retenu ça aussi, et je sais pas, pour faire le contrepoids un peu avec toute cette douleur dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et l'humour tout en subtilité, je dirais même. Que véritablement, c'est extrêmement subtil à chaque fois. Alors, ça c'est une période, je ne sais pas si, pour ceux qui ne l'ont pas connu, vous êtes nombreux, c'était quand même quelque chose qui nous a profondé. Ceux qui quand on était adolescent dans ces années-là, les années 68 et post, c'était réellement quelque chose qui nous a profondément imprégné et marqué. C'était quelque chose. Alors, je ne parle pas au plan politique, mais au plan, parce que ça existait aussi, hein, mais c'est un autre sujet. Au plan des mœurs, on n'imagine pas le bouleversement, la révolution que ça a été, et ce sentiment de liberté qu'on a eu là, tout d'un coup, l'impression de... C'était fou, comme si on avait passé d'un monde en noir et blanc, gris, austère, qui était les années 50, avec... vous savez, les principes, l'empreinte de la religion, je ne sais pas, hein, c'était encore l'époque où les femmes sortir en cheveux, ça allait, c'était pas correct, j'exagère, mais c'était un peu ça. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, on est passé à la couleur, à la liberté, c'était fou. Et bien sûr, comme dans toute révolution, il y avait des excès incroyables, comme on peut en avoir. Maintenant, certains en reprochent à cette nouvelle génération de jeunes femmes féministes en disant, avec MeToo, etc., ce qui se passe à l'heure actuelle, que ça peut être excessif. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas comment on peut changer vraiment les modes de pensée, le fonctionnement d'une société, les rapports hommes-femmes sans excès. Il y en avait. Et Dieu, la preuve, regardez, on est tous en train de... C'était la grande époque quand on entend Maznev et chez Pivot et même Cohen-Bendit qui disent que bah oui, les petits-enfants ont droit au désir sexuel et à l'amour et qu'il faut bien qu'on les initie, etc. À quel point c'est choquant maintenant, mais c'était vraiment ça. Et il y avait donc cet aspect destructeur, enfin extrémiste, et puis qui c'est n'importe quoi en fait, aussi. Voilà. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais c'était un vent de folie aussi, une autre forme de folie, mais c'était réellement ça quand on l'a vécu. Et voilà. Et la mère dont il est question dans le roman, elle est toute jeune, elle a à peu près 33, 34 ans quand arrive mai 68, et elle prend le train en marche, et elle s'y lance, et elle est heureuse, et on vit n'importe comment, et la maison est ouverte à tout le monde, et on picole, et on fume, et voilà, c'est l'époque. Il n'y a plus de barrières, il est interdit d'interdire, et on fume en classe, et on peut mettre les pieds sur la table en classe, et il n'y a plus de notes. Enfin, c'était, je ne sais pas, quelqu'un l'a vécu là, ici, c'était un grand foutoir. Alors, avec le recul, je m'en amuse beaucoup, mais quand on est jeune enfant, une jeune adolescente à l'époque, ça a quelque chose de profondément déstabilisant, parce qu'il n'y a plus de repères du tout. Voilà. Disons qu'avec la crise sanitaire actuelle, on envisage difficilement cette époque-là. Ça, c'est une évidence. C'est tout l'inverse. Oui. Ah oui.
Avant de nous lire un extrait, Isabelle, je sais que tu nous en as préparé 2. On va peut-être commencer par le premier, mais avant cela, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. J'aurais dû la faire tout à l'heure quand Benoît était là, mais ma mémoire flanche. Donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. Ouais, Séverine, ta couverture est transparente, mais c'est bon. Merci. Isabelle, c'est à toi. Merci à vous. Vous savez, je ne maîtrise pas trop ces nouvelles technologies et c'est la première fois que je participe à. J'en ai déjà regardé une vidéo comme ça et c'est vraiment très chaleureux, très sympa. Je sais pas, j'aime bien. Même si... Alors, arrête de bégayer et alors. Je vais vous lire un petit extrait pour ceux qui l'ont lu sur la littérature, sur le fait que, enfin, ouais, sur ce qui. Allez. Donc là, c'est la fille qui parle. J'ai un refuge depuis toute petite, une forteresse. J'habite dans les livres. Tu t'en réjouis et encourages ma passion sans restriction. Le titre de mon plus vieux souvenir est Sans famille d'Hector Malot, un cadeau que tu m'as fait, l'histoire d'un orphelin vagabond. Un geste éloquent ou un message subliminal. L'avenir m'éclairera. Pour le moment, c'est un trésor, une nouvelle famille aux ramifications inépuisables qui me mène dès mes 12 ans au Thibaut de Roger Martin du Gard, au Rougon-Macquart d'Émile Zola, à l'enfance de Gorky ou en des terres insoupçonnées, féroces, la Chine de Perlebuck et de Lucien Baudard, qui m'apporte aussi quelques déconvenus puisés dans ta bibliothèque, des romans abscons, Le Maître et Marguerite de Bulgakov, vite lâché, ou des livres qui n'en sont pas, La Métamorphose de Kafka, l'histoire d'un type qui se prend pour un cancrelat, en devient un pour de vrai, une sorte de monstre qui se nourrit de pourriture et qui forcément dégoûte et effraie tout le monde. Moi la première, je déteste les insectes et ne vois pas l'intérêt de raconter des bêtises pareilles. Dans d'autres romans, comme Madame Bovary ou Anna Karénine, des hommes et des femmes s'embrassent, se déshabillent, et puis plus rien. À la page suivante, ils sont rhabillés et prennent le petit déjeuner. Après, ils montent à cheval et pour finir, ils la quittent et elle se tue. Je me promets de ne jamais tomber amoureuse. Mais je lis sans cesse. C'est ma grande aventure. Un frisson au tournant de la première page, souvent l'émerveillement au bout de la route et l'empreinte du voyage qui colle au corps comme une seconde peau. Et il en est toujours ainsi. Les portes des libraires se confondent avec celles du paradis. Voilà. Ça, c'était vous dire que c'est vrai que je me souviens, par exemple, d'avoir lu La Métamorphose et j'avais de Kafka et j'avais, je sais pas, 12 ou 13 ans. Et la métaphore m'a totalement échappé. Et je ne comprenais absolument rien à ce livre. N'empêche que je le lisais jusqu'au bout. Voilà. Et puis des livres comme Madame Bovary ou Anna Karénine ont été à la base de ma conscience féministe, je dirais. Parce que c'est ce qui... Béa? Non, mais pardon, en fait, j'ai oublié de rebaisser la main. Je voulais parler avec l'illustratrice, mais j'ai vu qu'elle n'était plus là, donc je m'en vais discrètement. Oh, Juliette. Et oui, non, je crois qu'elle est partie, mais elle ne voulait pas trop parler, je crois. Mais par contre, Isabelle, est-ce que tu peux en parler? C'est une gravure sur zinc, je crois, de ce que j'ai compris. Mais je ne sais pas, je peux juste conseiller à tous ceux que ça intéresse d'aller jeter un œil sur son site, en fait. Aller sur Google, Juliette Lemontet. Et enfin, moi, c'est une artiste que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est une affaire de goût. Je trouve que j'aime ses couleurs, j'aime. Enfin, ce sont des toiles ou des gravures qui me parlent beaucoup. Et hein, celle-ci illustrait si parfaitement, ça s'appelle Emmêlé, les désordres intérieurs. Donc, elle a un site qui est très bien fait, où on peut avoir un aperçu et, de tout son travail. Voilà ce que je peux dire sur Juliette.
Et oui, Béa vient de mettre le lien justement de son site dans le chat, donc c'est parfait. Oui, alors je vois, vous parlez en même temps, vous mettez des liens, des trucs là. Moi, je ne maîtrise rien du tout là. Non, c'est normal. C'est normal. Isabelle, j'aimerais connaître, alors tout à l'heure, vous aviez parlé de certains auteurs, mais vos influences littéraires, celles qui véritablement vous ont forgé en tant qu'écrivain, en tant qu'autrice, est-ce qu'il y a des auteurs particuliers qui vous ont donné envie d'écrire? D'écrire. Alors, je crois que d'écrire, oui, c'est la littérature contemporaine. C'est quand d'abord, j'ai découvert le nouveau roman quand j'étais en fac, mais ce n'est pas quelque chose que j'aime énormément. Mais ce que j'ai découvert à travers, alors il y a, c'est l'écriture contemporaine, et quand je pense à ça, je pense au nouveau roman, je pense à Marguerite Duras, bien sûr, à Annie Ernaux, son écriture blanche, comme elle l'appelle, clinique, à Camille Laurence, à toute cette génération de femmes-là, qui, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert qu'on pouvait écrire d'une autre manière que construire un roman, d'autre forme que justement les romans réalistes que je disais à l'époque, et même russe, Tolstoï, voilà. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert un monde de liberté où je me suis dit, mais alors tout est possible, absolument tout. Il n'y a pas besoin d'être Balzac ou d'écrire comme Balzac pour. Et là, c'est ça qui m'a donné vraiment envie d'écrire. Je me dis, mais donc on peut aussi inventer la forme, et c'est génial. Voilà. Et donc, pas d'écrivain en particulier? Non. Ok. Non, tous. Je crois que tous les auteurs sont de grands lecteurs. Et l'influence est multiple, et je ne connais pas d'auteurs qui ne lisent pas. Tu crois? D'accord. Pourquoi avoir... On n'a pas parlé encore du titre, La folie de ma mère, qui pour ceux qui l'ont lu évidemment est évident, mais est-ce que le titre était définitif? Est-ce que tu l'as travaillé avec Benoît? Comment ça s'est passé par rapport au titre? Alors le titre, c'est souvent quelque chose de très difficile. Alors parfois, il vient spontanément, et on sait que c'est celui-ci du premier coup. Et là, celui-ci, c'était mon titre de travail, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le mot folie. Je trouve que je préfère parler de folie plutôt que, pour moi, c'est pas quelque chose de péjoratif. Et puis, j'aime pas trop les euphémismes à la mode, enfin récents, mais c'est un autre débat. Je sais pas, il me semble que je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère quand on dit de quelqu'un qu'il est aveugle, eh bien, c'est une description comme il serait blond ou brun, et que quand il est malvoyant ou déficient visuel, il y a quelque chose de négatif qui n'est pas forcément... Enfin, je ne sais pas, ça me dérange un petit peu qu'on n'utilise pas les termes. Et la folie, c'est la folie. Et je trouve ça joli. Enfin, c'est cruel, mais c'est... Donc, je l'ai soumis à Benoît, et qui me dit, oula. Alors, Benoît, enfin, là, il serait mieux qu'il réponde, mais en général, si vous avez étudié son catalogue, il a des titres qui, a priori, n'ont aucun rapport avec le contenu, avec le texte. Il se fait un plaisir de faire ça. Sauf peut-être le Gauze. Black Mano, c'est le nom du personnage quand même, mais autrement. Et là, je lui propose un titre totalement explicite, transparent, voilà. Et puis qui fait il y a un petit parallèle avec Pagnol, le château de ma mère, la gloire de mon père, enfin voilà. Et puis dit oui tout de suite. Alors bon, je lui fais confiance, c'est lui le chef. Tout à l'heure, Benoît disait que tu étais plutôt prolifique comme autrice. Est-ce que véritablement, chaque année, tu as un manuscrit qui est potentiellement éditable, et surtout, sur quoi tu travailles en ce moment? Alors, oui, je suis un auteur prolifique, mais en même temps, je n'écris pas des pavés de 500 pages à chaque fois. C'est souvent des textes sont pas... Enfin, j'ai le souffle court quand même, parce que c'est dû à cette écriture, à cette épure, au fait que je me refuse à digresser, que j'aime pas le bavardage, que je travaille
le plus souvent à l'os. Adelphes, un peu moins, parce qu'il s'agissait d'un cheminement intérieur. J'avais situé le roman en 1920, alors j'avais une autre forme d'écriture qui m'était venue, bien sûr, mais voilà, mais autrement, j'écris. Et là, maintenant, je suis en train de travailler sur, je ne sais pas trop, disons, sur un livre qui pourrait s'appeler OK Boomer. Voilà. Et je m'amuse beaucoup. Et c'est un livre pas très sérieux, je crois. Et on va suivre un boomer qui, tout d'un coup, s'aperçoit que, ben voilà, s'il n'est pas, sa vie, voilà, c'est sur le déclin, quoi, en fait. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il n'est pas du tout abouti. J'en suis à la moitié. Et puis, c'est un livre un petit peu loufoque. Ça ne me ressemble absolument pas, mais voilà, je m'amuse beaucoup. Et je croise les doigts pour qu'un jour, il amuse aussi les lecteurs. Voilà. Très bien. Je reviens parce que ça me fait penser à ça, à ce manque de confiance dont tu parlais tout à l'heure. Comment, lorsqu'on est écrivain et qu'on manque de confiance en soi, à quel moment on se dit c'est le bon moment pour l'envoyer à l'éditeur? Est-ce que tu te fixes une limite? Oui, une fois que j'ai travaillé, retravaillé mon texte, etc., à un moment donné, moi, je sais, là, je ne peux pas aller plus loin. Il est abouti. Je suis allée aussi loin que possible dans aussi bien le fond, la forme, le propos. Et moi, j'ai le sentiment que je suis vraiment au bout de mon travail. Et c'est là que l'éditeur intervient et parfois, on recommence tout. Et c'est ça qui est formidable. Mais en fait, moi, mes éditeurs, ils m'ont tiré vers le haut. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est eux qui m'ont appris à écrire, mais si, je m'auto-éditerai jamais. Benoît, il m'a fait, avec Adelphes, au départ, j'avais fait Adelphes, deuxième partie d'Adelphes, c'était le fils qui parlait. Et puis Benoît, il m'a dit, ah non, 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 on garde Adelphes, et j'ai tout reconstruit. Et puis d'autres choses, c'est essentiel. Et Benoît, c'est un excellent éditeur. J'en parlais avec d'autres auteurs de la maison, il vous fait travailler, c'est extra, voilà. L'impression de progresser, en fait. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de la part de Benoît. On l'a reçu plusieurs fois et la façon dont il parle de ses textes, forcément, on sent qu'il a une relation particulière avec ses auteurs et qu'il les fait en effet travailler. Ça, c'est une évidence. Personne ne pourra lui reprocher cela. Non, non. Ça, c'est bien. Ça, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment quand on retravaille le texte. Et puis, après, il y a une espèce comme moi, son œil. Je dis, à chaque fois qu'il pointe quelque chose dans un texte en me disant ce paragraphe-là, c'est pas bien, il ne faut pas le mettre là. Mais à chaque fois, ça me semble évident. Mais je dis, mais bien sûr, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et il pointe toujours avec une extrême acuité ce qui ne colle pas. C'est incroyable. Tu lui fais une confiance aveugle, même s'il y a des passages qui pour toi sont essentiels et qu'il n'est pas forcément d'accord. Comment vous arbitrez entre vous? Mais moi, je suis assez souple, en fait. Je lui fais beaucoup confiance. Et puis, si un jour je revendique un passage qui me semble vraiment essentiel, je crois qu'il faudra lui demander. Mais comme je suis vraiment, je le suis. Et je le suis. Et puis après, je ne suis pas. Sinon, je m'auto-éditerai. Je ne sais pas quoi vous dire. Je reste très souple et très ouverte à tout ce qui est progression, changement dans mon texte, et puis on voit. Et parfois, il y a vraiment un passage auquel je tiens et je justifie pourquoi, je lui explique. C'est arrivé une fois dans La folie de ma mère, je lui expliquais pourquoi. Il me dit, ah ben oui, mais il ne l'avait pas vu. Pourquoi? Il n'avait pas compris et il a dit, ok, je laisse. Non, avec Benoît, ça se passe vraiment très, très bien. Vous êtes compatibles. Je pense que ça n'étonnera personne. Dans le livre, tu fais état de cet amour commun que vous avez avec votre mère pour les livres, pour la littérature, excepté la bande dessinée. J'ai bien compris que la bande dessinée en était exclue. Mais justement, est-ce que c'est quelque chose qui est potentiellement réel ou pas? Ou en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui vous a rapproché?
Est-ce que c'est la petite chose commune? Parce que c'est vrai que on ne voit pas forcément de choses communes dans le livre entre vous. Est-ce que c'est le lien qui a permis aussi de garder ça? Oui, oui, c'est le. Oui, c'est. euh, tu me vous vois là tout d'un coup, je ne sais pas Non, comment je dois le prendre. non, 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 D'accord. non, je ne sais plus parfois. Non, non, je te tutoie, c'est bon, promis. D'accord. Oui, en fait, merci beaucoup Anthony de relever ça parce qu'effectivement, ce que j'ai aussi essayé de dire, c'est-à-dire que comme cette mère et cette fille ne peuvent absolument pas se parler, que le dialogue est impossible, donc parce que d'abord, la mère est vrille dans son mensonge, puis ensuite hors d'atteinte dans sa folie, eh bien, il y a un langage intermédiaire et ça se passe par les livres. C'est-à-dire que c'est vraiment une passion commune. Elle m'a toujours laissé libre d'aller piocher dans sa bibliothèque tout ce que je voulais. Elle m'a jamais refusé l'achat d'un livre, argent ou pas argent. Bon, on était raisonnable à l'époque, mais elle m'a acheté, si je voulais Alice Détective, je pouvais aller l'acheter. Elle a été d'une générosité incroyable concernant l'achat des livres. Par contre, les BD, à l'époque, c'était interdit. Interdit, c'était de la sous-littérature. Vous n'imaginez pas à quel point. Il n'y avait pas de différence entre lire une BD et lire, je ne sais pas moi, Salut les copains ou Mademoiselle Ashton, ça vous dit quelque chose ces titres-là, non? Un petit peu. Mais après, certains le pensent encore aujourd'hui, donc à l'époque, évidemment, bien plus, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a un livre qu'elle t'a offert ou que tu as acheté qui a une particularité, un sentiment, une affection particulière pour un livre qui te fait penser à elle? Oui, mais parce que j'ai encore l'objet, en fait. C'est Anna Karénine en version... je peux partir une demi-seconde? Bien sûr, bien sûr. Ça se fait pas? Je reviens tout de suite. Je vais le chercher. Anna Karénine en version originale, c'est osé quand même. On va voir si c'est le cas. Voilà, c'est bête, mais puisque tu poses la question, je l'ai. Donc, c'est le seul, voilà, ça, je ne sais pas si ça se voit bien, c'est Anna Karénine, donc, en édition de 1957, et qui était effectivement dans la bibliothèque maternelle, et je ne sais pas pourquoi, c'est le seul objet qui me reste. C'est incroyable, et je me souviens parfaitement d'avoir passé, je ne sais pas combien de temps, presque un été, à dévorer ce livre-là. Voilà. Oui, ça, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. J'avais le sentiment de découvrir un monde, comme dans les Rougon-Macquart à l'époque. On découvre, enfin, c'était dingue, éblouissant de découvrir ce milieu-là, la Russie. Enfin, c'était fou. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, ce livre. Très bien. Parfait. Alors, si personne n'a d'autres questions, on va peut-être finir par la lecture du deuxième extrait. Isabelle. On passe de Karénine à Flatten. C'est parfait. Ouais, ça c'est un peu... Qu'est-ce que j'avais prévu? Eh bien, bien sûr, j'arrive. Je ne trouve plus... Non, mais je ne le trouve plus. Mais... Alors, c'est le début de la deuxième partie, donc là où on passe après l'enfance. Donc, le tu, évidemment, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, s'adresse à la mère. Tu as mis longtemps à réussir ta mort, mais un jour tu y es parvenu. De ce dimanche, je me souviens comme d'un premier pas dans le désert. Ce n'était pourtant pas une surprise. Tu flirtais avec le crépuscule depuis des années. La vie t'insupportait. Mais je ne voulais rien savoir de ta faim. Un enfant réclame sa mère jusqu'à son dernier souffle. Par moments, je souhaitais tout de même que tu disparaisses. À l'aube de la cinquantaine, tu es méconnaissable, invivable, une toxine qui gangrène chaque instant. Tu passes du coq à l'âne, du rire au noir et du matin au soir sans raison. Tu râles beaucoup, un rien t'agace.
Tu as sans cesse des choses à redire sur l'existence. Au début, je pense à une chute d'hormones. Mais un jour, tu débarques chez moi comme une rescapée de la tombe, le regard terreux, les poignets recouverts de gros pansements. Ce matin, au réveil, le ciel avait la couleur de l'horreur et t'a englouti. Tu n'avais plus la force de continuer. Puis tu as changé d'avis et sorti de la baignoire et te voilà. C'est ta première mort. On dirait du cinéma. Je ne sais pas quoi faire. Je fais un café. Voilà. C'est pas... Je suis pas très sympa de finir sur ce genre de notes. Mais voilà. Merci, merci Isabelle. Il est temps pour moi de te remercier. De remercier Benoît aussi, mais il est parti. Mais merci à toi. Merci pour ta générosité, ta simplicité, ta gentillesse et surtout merci pour ce que tu écris parce que véritablement, oui, tes livres sont courts, mais ils sont extrêmement puissants et il y a une certaine essence en eux qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Alors voilà, tout simplement, merci Isabelle. Et écoute, ta place est réservée pour les prochains romans, évidemment, avec un immense plaisir. Voilà. Alors, à moi d'abord, merci. Je voudrais essayer d'envoyer un petit cœur sur le message, mais j'y arrive pas à faire en même temps parce que vous êtes. Alors vraiment, merci à vous pour cet accueil. Merci de votre indulgence, si je le pense. Et surtout, je suis tellement heureuse d'avoir vu des visages avec lesquels j'ai échangé. Bon, Taël, on s'est vu en vrai, dans la vraie vie, mais personne d'autre. Nicole, puis alors, en plus sur Insta, vous êtes tous sous pseudo, alors c'est terrible. Donc, merci à vous. Et si certains souhaitent qu'on soit un peu plus en contact, c'est Facebook, ma maison. Voilà, parce que ça, je maîtrise. Voilà. Merci vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis à tout le monde et bonne soirée à vous. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Et ce sera bientôt Insta. Tu seras bientôt la reine d'Instagram, j'en suis persuadée. Ah non, j'en suis persuadée. Merci beaucoup en tout cas. Super. Merci à vous. Infiniment. Au revoir. Merci. Au revoir Isabelle. Merci. Au revoir. Merci. À tout le monde. Au revoir. Au revoir.